une jeune de 18 ans qui a une glande thyroïde au niveau de la bouche. Dès qu'on examine la base de langue, on a une tuméfaction au niveau de la base de langue qui est apparente et qui entraîne des troubles de la déglutition. Et lorsqu'on a demandé une échographie, on a vu qu'il n'a pas de thyroïde. Et la tuméfaction qu'il a au niveau de la base de langue, c'est une glande thyroïde. On ne l'a pas opéré, mais on l'a mis sous traitement hormonal et on a pu réduire le volume de cette tuméfaction sans causer des dégâts parce que c'est une glande normale qu'il faut respecter. Et c'est pour cette raison, dès que vous avez une tuméfaction qui siège à ce niveau, il ne faut pas être borné. Il ne faut pas aller, parce que vous n'êtes pas des techniciens qui arrachent tout ce qui est anormal. Il faut toujours raisonner de quoi il s'agit de cette tuméfaction. Parce que des fois, elle est normale. Cette tuméfaction peut être un organe normal qui a stoppé sa migration embryonnaire à ce niveau. Et donc, il faut s'assurer. Il faut toujours anticiper. Vous connaissez donc l'embryologie. Et vous connaissez donc le territoire de migration de chaque organe. Dès que vous avez une tuméfaction qui siège sur un territoire de migration embryonnaire, il faut aller chercher en aval cet organe-là pour s'assurer, est-ce qu'on est devant une ectopie, est-ce qu'on est devant un organe qui est normal. Vous voyez donc ce kyste de tractus thyroïde sur une vue de face et sur une vue de profil. Deuxième étiologie d'une tuméfaction cervicale médiane, c'est ce qu'on appelle la laryngocèle. La laryngocèle, c'est un kyste, c'est un vestige embryonnaire, c'est un kyste qui se développe à partir d'un orifice embryologique du larynx, qui siège au niveau du ventricule, au niveau de la partie antérieure du ventricule de larynx. Et donc, la laryngocèle, il faut faire la part entre deux types de laryngocèle. Entre la laryngocèle interne, qui ne se manifeste pas à l'extérieur, vous n'allez pas la retrouver au niveau de l'examen cervical, mais qui va se manifester à l'intérieur du larynx. Et lorsque vous réalisez votre nasofibroscopie, vous allez remarquer cette tuméfaction. Je ne sais pas ce que vous la voyez. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une tuméfaction qui est recouverte par une muqueuse saine et qui est, bien sûr, surajoutée au niveau de la lumière laryngée. Donc, cette tuméfaction qui est à l'origine de la laryngocèle va se manifester par deux signes cliniques, par une dysphonie et par une dyspnée. La dyspnée, ou bien le degré de la dyspnée, est en fonction de la taille de cette laryngocèle. Lorsqu'on est devant une laryngocèle de grande taille, ça entraîne une obstruction de la lumière laryngée et le patient vient dans un tableau d'une dyspnée laryngée très importante. Là, c'est le premier type de la laryngocèle. Ce n'est pas notre sujet dans la tuméfaction cervicale, parce qu'elle ne se manifeste pas par une tuméfaction cervicale. Elle a une manifestation interne au niveau du larynx. Ce qui nous intéresse dans cette question d'adénopathie cervicale, c'est la laryngocèle externe, qui sort de la charpente cartilagineuse et qui va s'exprimer à l'extérieur du larynx et qui va se manifester par une tuméfaction paramédiane. C'est pas médian sur la ligne médiane, mais c'est un peu latéralisé. Il est paramédian. Et donc, vous allez examiner votre patient et vous allez retrouver qu'il s'agit d'une tuméfaction paramédiane. Comment faire le diagnostic d'une laryngocèle? Hein? Comment faire, sachant sur le plan anatomique qu'il y a une communication entre cette tuméfaction et la lumière laryngée. Donc, comment faire la diagnostic? Hein? Vous allez demander au malade quelque chose. C'est quoi cette quelque chose? Vous allez, deux choses. Vous allez exercer une pression sur cette tuméfaction. Physiologiquement, ça va se vider. D'accord? Ça va se vider parce qu'il est en communication avec la lumière laryngée. Le deuxième principal signe, c'est l'expansion de cette tuméfaction au moment de la toux. Vous allez demander au patient de tousser, et vous allez remarquer qu'il y a une expansion de cette tuméfaction.
Donc on fait le diagnostic d'une laryngocèle de cette manière. Elle est expansive à la toux et au valsalva. Valsalva, vous savez comment réaliser le valsalva. Donc vous allez fermer la bouche, le nez, et vous allez exercer une pression qui va se manifester au niveau de l'oreille et au niveau du larynx. Et donc cette tuméfaction va être expansive au valsalva et à la toux. Et vous allez faire votre diagnostic déjà à ce stade clinique. Le troisième diagnostic d'une tuméfaction cervicale médiane, vous remarquez qu'on va du haut en bas, on a passé de kyste du tractus thyroglossus au-dessus de l'océoïde, un peu en bas au niveau du larynx et de la laryngocèle, et encore plus en bas, c'est au niveau de l'aire thyroïdien. On peut avoir un goître ou on peut avoir un nodule, et donc c'est une expansion qui intéresse le parenchyme thyroïdien. On peut être devant un nodule thyroïdien qui est mobile avec la déglutition, et on va voir donc toute la question qui intéresse le nodule thyroïdien par la suite. Donc ce sont les différentes tuméfactions cervicales qui siègent au niveau de la région médiane du cou et qui ne sont pas d'origine ganglionnaire. Elles peuvent simuler un ganglion, elles peuvent simuler une adénopathie, mais elles ne sont pas des adénopathies. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut jamais réaliser une biopsie. Parce qu'on a dit qu'une tuméfaction n'est pas toujours une adénopathie cervicale. Maintenant, les tuméfactions sous-mandibulaires qui intéressent l'aire sous-maxillaire et qui sont en rapport avec la glande sous-maxillaire. Dans la glande sous-maxillaire, ou bien la glande sous-maxillaire peut être de deux types de pathologies, peut être le siège de deux types de pathologies. Soit une pathologie inflammatoire réactionnelle à un calcul, et là on parle de ce qu'on appelle la sous-maxillite lithiasique, ou bien une tumeur de la glande sous-maxillaire. Et pour faire la différence entre une adénopathie cervicale qui siège dans l'aire sous-maxillaire et une tumeur de la glande sous-maxillaire, il y a le palpé qu'on va réaliser devant cette tuméfaction. Vous accrochez vos doigts, il faut essayer d'accrocher le bord horizontal de la mandibule. Si vous passez vos doigts en dedans de la branche horizontale de la mandibule, c'est qu'on est devant une adénopathie sous-maxillaire. Et si vous n'arrivez pas à passer, il s'agit de la glande sous-maxillaire, il s'agit d'une tuméfaction de la glande elle-même. Parce qu'on sait très bien que la glande est située au contact de la face interne de la mandibule. Et lorsqu'on a une tuméfaction qui se développe aux dépens de la glande sous-maxillaire, elle va être au contact de la face interne de la joue. Et vous n'allez pas passer donc, entre cette tuméfaction et la branche horizontale de la mandibule. Par contre, une adénopathie qui siège dans ce territoire-là, elle est toujours mobile. Et vous devez passer donc à travers, entre la tuméfaction et la branche horizontale. Donc c'est un temps très important de l'examen clinique qui permet de faire la différence entre une adénopathie sous-mandibulaire et une tuméfaction de la glande sous-maxillaire elle-même. Le deuxième grand chapitre de la tuméfaction cervicale, ce sont les tuméfactions cervicales qui siègent au niveau de la partie latérale du cou. Ce sont les tuméfactions latérocervicales, et dans ce cas-là, il faut bien sûr les situer. Parce que dans la plupart du temps, c'est la localisation la plus fréquente en matière de tuméfaction cervicale. Dans la plupart du temps, on est devant une tuméfaction latérocervicale. Pourquoi cette fréquence? Parce que c'est au niveau de cette région latérale du cou, on a le grand nombre d'éléments anatomiques. Vous avez le muscle, vous avez les chaînes ganglionnaires, vous avez les vaisseaux, l'artère, la veine jugulaire interne. Le principal d'éléments vasculaires nerveux siège au niveau de la partie latérale du cou. Et donc, une tuméfaction latérocervicale peut intéresser ces différents éléments anatomo-cliniques. Et donc, pour faire la part des choses, on va diviser la partie latérale du cou en 3 tiers. Vous avez le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. Donc, dans la partie supérieure de la région latérocervicale,
il faut toujours être méfiant. Et on voit ça souvent dans notre pratique quotidienne. Une tuméfaction latérocervicale haute, il ne faut pas la toucher avant les examens complémentaires. Il y a des médecins qui prennent donc cette tuméfaction latérocervicale haute pour une adénopathie. Et ils vont la biopsie. Et on tombe sur le parenchyme parotidien. Parce qu'on sait très bien que sur le plan anatomique, on a un prolongement cervical de la glande parotide. Il y a toujours un prolongement en bas de parenchyme parotidien qui peut être le siège d'une pathologie tumorale. Et on peut avoir une tumeur parotidienne qui se développe sur ce prolongement cervical, qu'il ne faut pas le prendre comme étant une adénopathie cervicale et aller la biopsie. Parce qu'il y a ici le risque du nerf facial. Vous pouvez bien sûr léser une des branches du nerf facial avec une paralysie quand même qui va intéresser le territoire inférieur. C'est pour cette raison qu'il faut toujours explorer une tuméfaction latérocervicale qui siège au niveau de la partie toute supérieure. Parce que la première étiologie d'une tuméfaction latérocervicale supérieure, c'est la tumeur parotidienne, la tumeur du pôle inférieur de la parotide. Vous voyez ici une patiente qui a cette tumeur du pôle parotidien. Et dans ce cas-là, la chirurgie ici, ça va être une chirurgie réglée. C'est une chirurgie de la glande parotide qui est totalement différente de la chirurgie cervicale classique. Parce que là, on a besoin de, bien sûr, desséquer le nerf facial avec ses différentes branches pour épargner le nerf facial. Le deuxième type, ou bien la deuxième cause de la tuméfaction latérocervicale, c'est ce qu'on appelle le kyste sébacé. Le kyste sébacé, on va toujours chercher à les points noirs parce qu'ils sont toujours, c'est une tuméfaction qui se développe derrière un point noir. Et donc, on va retrouver du sébum à l'intérieur de ce kyste. La chirurgie ici doit être, bien sûr, codifiée. Il ne faut pas, bien sûr, vider le kyste seulement de son contenu séboréique, mais il faut enlever tout le kyste. Si vous n'enlevez pas le kyste, ça va se remplir encore une fois. Et donc, la chirurgie doit être une chirurgie radicale en permettant l'exérèse et la résection de tout le kyste. Dans la partie moyenne du cou, il y a d'autres étiologies qui sont des diagnostics différentiels des adénopathies cervicales. Donc, dans la partie supérieure, il faut faire attention au parenchyme parotidien et au kyste sébacé. Tout au niveau de la partie moyenne, il faut faire attention aux éléments malformatifs et aux éléments vasculaires. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle le kyste congénital de la deuxième fente bronchiale, ou bien ce qu'on appelle le kyste amygdaloïde. C'est une malformation congénitale qui va se manifester, comme vous voyez sur cette photo, par une tuméfaction cervicale qui intéresse la partie moyenne du cou. Et lorsqu'on demande un scanner, vous allez remarquer qu'il s'agit d'un kyste rempli par un liquide séreux avec toujours un contact avec la région amygdalienne. Et donc la chirurgie doit se baser sur cette notion congénitale, sur cette notion de malformation congénitale. Et des fois, on est amené à la fois de faire la chirurgie de kyste et qui va être accompagnée par une exérèse de l'amygdale. C'est toujours une communication entre l'amygdale palatine et ce kyste amygdaloïde. Et donc, si vous réséquez juste le kyste, vous laissez en place le cordon de ce kyste, on va avoir une réapparition de ce kyste. Donc, toujours, la chirurgie doit se baser sur cette notion de, bien sûr, de malformation congénitale. Deuxième étiologie, c'est ce qu'on appelle le paraganglion, ou bien le chémodectone. Là, c'est une tuméfaction d'origine vasculaire qui va intéresser soit la carotide primitive, soit le nerf vague, parce que c'est une tumeur qui se développe à partir des cellules paraganglionnaires. Donc ces cellules paraganglionnaires, on sait très bien qu'elles sont dispersées entre le nerf et l'artère. Et du coup, donc ce paraganglion peut intéresser soit l'artère carotide interne ou bien le nerf vague. Et dans le paraganglion, vous connaissez ça, il faut toujours chercher la notion de quoi?
Parce qu'il y a deux types de paragangliome. Il y a un paragangliome sécrétant et un paragangliome non sécrétant. Et sécrète quoi? Exactement. Et sécrète les catécholamines. Et donc systématiquement, vous devez rechercher, et d'une manière obligatoire et systématique, dès que vous avez une suspicion d'un paragangliome cervical, il faut aller explorer les surrénales avec un scanner abdominal pour rechercher l'état de la surrénale, parce qu'elle peut être le siège d'un adénome surrénalien qui est associé à ce paragangliome qui est à l'origine de la sécrétion des catécholamines, parce que l'anesthésie de ce genre de patient est très grave. Deuxième étiologie, ce sont les tumifactions nerveuses qui intéressent les nerfs cervicaux. On vous a dit qu'il faut toujours palper cette tumifaction par rapport au plan vertical ou bien par rapport au plan antéro-postérieur. Et une tumeur nerveuse ne bouge pas dans le plan sagittal, ne bouge pas dans le plan vertical. Il faut donc chercher une tumeur nerveuse qui est dans la plupart des temps secondaire soit un neurofibrome ou bien un schwannome. Et lorsque vous suspectez une tumeur nerveuse à l'examen clinique, vous devez compléter votre examen clinique à torse nu. Retenez ce message. C'est un examen à torse nu. Vous devez déshabiller votre patient pour examiner tous les teguments cutanés à la recherche de cette notion de tache café au lait. Vous remarquez ça sur ce patient. C'est un patient qui a été examiné dans notre service, qui est venu pour une tumifaction cervicale. Vous remarquez, ce sont des tumifactions cervicales bilatérales qui sont à l'origine d'une augmentation du volume du cou. Et lorsqu'on a examiné ce patient, on a trouvé des taches café au lait au niveau de son torse et au niveau aussi de sa partie presternale et basicervicale, qui est à l'origine de ce qu'on appelle quel type de neurofibromateuse? Le type 1 ou 2. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas ça? La neurofibromateuse de type 1, ça s'appelle comment? La maladie de Recklinghausen. Donc le type 1, c'est la maladie de Recklinghausen qui va se manifester par des neurofibromes qui va intéresser tous les nerfs. On peut avoir des neurofibromes cervicaux, on peut avoir des neurofibromes au niveau des bras. Là où il y a un nerf, ça peut être le siège d'une tumeur nerveuse qui s'inscrit dans le cadre de la maladie de Recklinghausen. Et lorsqu'on examine la peau, on va trouver ces taches café au lait. Troisième étiologie, ce qu'on appelle les lymphangiomes kystiques. C'est une malformation aussi congénitale qui est dépressive et qui n'est pas pulsative. Donc l'examen est fait soit par l'échographie, soit par l'IRM. Donc, la partie, ou bien le tiers inférieur de la partie latérale du cou. On a vu donc le tiers supérieur, le tiers moyen, maintenant le tiers inférieur. Dans le tiers inférieur, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'aire thyroïdien, et plus précisément les lobes latéraux, parce que les lobes de la thyroïde, ce sont des lobes latéraux, et qui arrivent des fois lorsqu'ils sont augmentés de volume, ils arrivent vers la partie latérale du cou. Donc dès que vous avez une tumifaction qui intéresse la partie inférieure du cou, ça peut être en rapport avec le parenchyme thyroïdien, ça peut être en rapport avec un goitre, que ce soit nodulaire ou bien homogène. Le deuxième problème de la région cervicale basse, c'est l'apex pulmonaire. L'apex pulmonaire qui siège au niveau du creux susclaviculaire peut être le siège aussi d'une tumeur. On peut avoir une tumeur de l'apex pulmonaire qui va s'exprimer au niveau du creux susclaviculaire. Le troisième problème, c'est l'adénopathie métastatique d'un cancer digestif. Ça s'appelle le ganglion de Troisi. On peut avoir un adénocarcinome gastrique qui va se manifester par une adénopathie métastatique qui siège au niveau du creux susclaviculaire. On va laisser le reste pour la séance prochaine.